Et s'il avait gagné ? Pouvait-il le faire ? Le 8 mai 1945, l'Allemagne nazie capitule face aux Alliés. La Seconde Guerre mondiale aura laissé derrière elle un bilan effroyable, entre 50 et 60 millions de morts, dont près de la moitié étaient des civils. Une guerre totale, une tragédie humaine sans précédent. Pourtant, malgré l'échec retentissant de l'Allemagne nazie, les mythes autour de la puissance de son armée restent encore vivaces. La série de victoires éclairs remportées par la Wehrmacht en Pologne, en France, en Yougoslavie et en Grèce entre 1939 et 1941, a alimenté l'image d'une machine de guerre colossale, stratégiquement et militairement supérieure. Mais est-ce vraiment le cas ? Dans d'autres circonstances, l'Allemagne aurait-elle pu triompher des puissances alliées ? Peut-être a-t-il existé dans certains moments de notre histoire la possibilité d'une réalité alternative. Une réalité dans laquelle la Luftwaffe écrase la Royal Air Force et remporte la bataille d'Angleterre. Dans laquelle l'opération Barbarossa, qui est une réussite, libère les ressources nécessaires pour une guerre totale contre les Anglo-Américains. Peut-être alors, les États-Unis, mus par leur isolationnisme, dépourvus d'alliés, choisissent de rester à l'écart du conflit, laissant l'Europe à son sort. C'est ce que nous nous demanderons dans cette vidéo. Ces moments clés de la Seconde Guerre mondiale auraient-ils pu basculer en faveur de l'Allemagne nazie ? Hitler aurait-il pu, dans certaines circonstances, remporter la guerre ? Ou bien son échec était-il inévitable et inscrit dès les premières batailles ? Car s'il est vrai que la politique de réarmement d'Hitler a connu de grands succès, la stratégie de guerre du Führer se caractérise aussi par un certain nombre d'impasses et d'impensés. Le temps de l'histoire arrive dans quelques instants, mais d'abord laissez-moi vous parler quelques instants de votre futur avec le partenaire de notre vidéo que vous connaissez peut-être déjà, Gringot. Alors Gringot, je vous en avais déjà parlé, vous vous en souvenez peut-être, c'était dans une sombre histoire de taverne médiévale. Est-ce que vous prenez la carte ? Oh, c'est pour étaler le beurre ? Gringot, ça commence à faire un petit moment maintenant que je suis chez eux et je commence à le recommander à pas mal de potes autour de moi. Avec Gringot, ce qui est super, c'est qu'on a tous les avantages d'une banque en ligne. C'est-à-dire les paiements sans frais à l'étranger, les dépenses qui sont visibles instantanément sur l'application du téléphone. Et en plus de ça, ils ont un système que j'aime personnellement beaucoup, qui est le système de tirelire. En gros, si vous avez par exemple un projet de voyage, vous créez une tirelire avec un objectif et comme ça, vous avez une visu sur votre projet au jour le jour, à la semaine ou au mois. Donc je trouve ça super. Ensuite, je le rappelle, mais quand votre argent est à la banque, il ne dort pas. Les banques l'utilisent pour financer majoritairement des projets qui sont nocifs pour l'environnement, comme des oléoducs, gaz de schiste, plateformes offshore, etc. Et ça ne m'allait pas du tout, donc j'ai pris mon compte chez Gringot il y a 1 an, justement pour m'assurer que mon argent finance des projets comme la construction de trains, les énergies renouvelables et leur stockage, ainsi que le traitement des eaux en France et en Asie. Par exemple, je peux voir exactement où va mon argent, mais aussi combien il me rapporte. Alors s'il y a quelque chose que j'aime beaucoup chez Gringot et dont je vous en avais déjà un petit peu parlé dans la première intégration, c'est justement la transparence au niveau de sa structure, comment est-ce que ça fonctionne et quel projet il finance. Ça c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur et que je trouve très intéressant, justement pour voir où va mon argent et comment évolue le projet Gringot. Sachez que ça vous prend 5 minutes littéralement sur le téléphone pour ouvrir votre compte. En plus de ça, avec le code RIVENZI, vous avez les 3 premiers mois offerts. Cette offre n'est disponible que jusqu'au 15 janvier. Si vous aussi vous voulez également obtenir cette magnifique carte de crédit en bois, elle est en bois, dépêchez-vous parce que c'est une édition limitée et qu'il n'y en a plus pour tout le monde. Bref, ouvrir un compte chez Gringot, c'est un impact énorme pour vous, pour la planète. Ouvrir un compte chez Gringot, c'est agir aujourd'hui, sans attendre demain, et commencer l'année du bon pied. Le premier de ces impensés, sans doute le plus lourd de conséquences pour la suite de la guerre, et qu'Hitler n'a jamais envisagé d'entrer en guerre contre le Royaume-Uni. En effet, le Führer est persuadé que les affrontements physiques ne sont pas nécessaires pour vaincre. Dissuader suffit. Ainsi, fort de ses nombreuses victoires, notamment contre la France, prises en seulement 6 semaines, il est certain que l'Angleterre cédera à ses demandes de paix. Et pour cause. Il ne faut pas oublier que pendant toutes les années 20 et 30, la Grande-Bretagne est une mansuétude coupable. Benoît Billan est historien et stratégiste du fait militaire. Vis-à-vis de l'Allemagne, c'est elle qui fait pression sur la France pour que les Français ne fassent pas trop pression sur les Allemands, qu'ils ne soient pas obligés de payer leur réparation de guerre. C'est eux qui sont les premiers à créer une brèche, je dirais, dans l'isolement de l'Allemagne nazie, en signant le traité naval anglo-britannique
1945. Et donc Hitler, dans son raisonnement, comme en plus il pense, qu'il raisonne sur des critères raciaux, que les Anglais sont les cousins ethniques des Allemands, il se dit on va pouvoir s'entendre. Finalement, ils ont toujours cédé. Pourquoi est-ce qu'ils ne céderaient pas cette fois-ci si on les pousse un petit peu ? Le Troisième Reich compte pour cela s'appuyer sur 2 apiseurs anglais qu'il pense être ses soutiens. Le roi déchu, Édouard VIII, et l'ancien Premier ministre libéral Lloyd George. Tous deux défendent la poursuite de la politique d'apaisement adoptée par le Royaume-Uni au lendemain de la Première Guerre mondiale et soutiennent qu'accepter les concessions demandées par Hitler reste la seule façon de maintenir la paix. Mais un imprévu bouleverse les plans d'Hitler. Le premier ministre anglais de l'époque, Neville Chamberlain, épuisé par la maladie et la campagne de Norvège, décide de se retirer et souhaite transmettre ses fonctions à son secrétaire d'État des Affaires étrangères, Lord Halifax. Mais ce dernier, pris de vertige face à l'immensité de la tâche, refuse. Les 2 apiseurs les plus influents du Royaume-Uni reculent. Mais un homme doit être désigné Premier ministre. Cet homme, ce sera Winston Churchill. I have nothing to offer but blood, toil, tears and sweat. Bien loin des positions pacifistes de ses prédécesseurs, Churchill lui dénonce l'appétit d'Hitler depuis 1935 et ne croit pas aux promesses de paix du Führer. Problème, ces positions belligérantes ne sont partagées ni par les autres membres du gouvernement, ni par l'opinion publique. Heureusement, le soutien matériel bien que tardif des États-Unis et le sauvetage du corps expéditionnaire britannique à Dunkerque donnent davantage de crédit à sa position. Mais c'est une déclaration d'Hitler le 19 juillet 1940 qui permet à Churchill d'obtenir l'aval du peuple anglais. Lors d'un discours adressé au peuple britannique, le Führer prononce ces paroles, glaçantes. « Herr Churchill devrait peut-être cette fois me croire lorsqu'en tant que prophète je promets ceci. Continuer la guerre entraînera la destruction d'un grand empire mondial. Détruire ou même léser cet empire mondial n'a jamais été dans mes intentions. Mais pour moi, il est clair que la continuation du combat ne peut se terminer qu'avec la ruine complète d'un des 2 combattants. Herr Churchill peut croire que ce sera l'Allemagne. Je sais que ce sera l'Angleterre. » Une prétendue proposition de paix dans laquelle, ironie mordante, le mot de paix n'est jamais prononcé. La brutalité et l'arrogance de ces paroles choquent profondément l'opinion publique britannique, qui se rallie peu à peu à Churchill, voyant en lui le seul homme capable de tenir tête au dictateur nazi. Déterminé et fort de ce soutien, il refuse les négociations d'Hitler. Le 16 juillet 1940, Hitler envoie une directive officielle aux états-majors de la Luftwaffe, de la Air et de la Kriegsmarine. Puisque l'Angleterre, en dépit de la situation militaire désespérée, ne se montre toujours pas prête à conclure un accord, j'ai décidé de préparer une invasion des îles britanniques et, si nécessaire, d'effectuer cette opération. Les Allemands établissent alors un plan, l'opération Lion de mer. Un plan préparé dans la hâte. Hitler de la France, c'est un peu une divine surprise pour les Allemands. C'est-à-dire qu'ils ne s'attendaient pas forcément à ce que ça aille aussi vite. Et donc, ils se retrouvent à l'été 1940 avec donc ça y est, on a éliminé les Français, il faut qu'on prépare la suite. La suite pour Hitler, c'est déjà l'URSS. Et donc, il faut en finir rapidement avec les Anglais, mais ça n'a pas été anticipé. Donc, la planification de l'offensive allemande contre l'Angleterre, elle se fait en quelques semaines. Ouais. Pour le coup, là, il y a un déficit de commandement de la Luftwaffe qui n'a pas d'état-major central qui est capable de planifier des campagnes aériennes. C'est délégué aux 2 patrons Luftflotte, donc 2 armées aériennes qui sont en France, Kesselring et Sperl, qui vont chacun présenter un plan et en plus, ils n'ont pas tout à fait la même approche tactique. Il n'y a pas un plan de la bataille d'Angleterre, il y a un composite de 2 plans qui ont été faits par des exécutants de terrain. C'est vraiment une improvisation. L'opération Lion de mer doit se dérouler en 3 phases. D'abord des bombardements aériens sur les ports britanniques pour empêcher les ravitaillements. Ensuite l'attaque des grandes villes et centres industriels. Et enfin une invasion terrestre et aérienne impliquant parachutistes et troupes de débarquement. Dès juillet 1940, les premiers bombardements s'abattent sur les côtes britanniques, de Plymouth à Édimbourg. L'Angleterre à ce moment-là s'inquiète, car l'armée de l'air allemande, la Luftwaffe, jouit en cet été 1940 d'un grand prestige. Et pour cause. La Luftwaffe, en 1939-40, jusqu'en 41-42, en réalité, c'est la force aérienne au monde qui est certainement la plus performante. Ça se voit, y compris pendant la bataille d'Angleterre, où en réalité, les pertes infligées par les Britanniques, les pertes réelles, pas celles qui sont déclarées dans le feu de l'action, restent
modérée, alors que les Allemands combattent un désavantage. Enfin, la chasse allemande conserve son ascendant sur la Royal Air Force jusque après 1942 en réalité. S'adaptant à des moyens de production limités, elle se concentre sur des avions de chasse pour la supériorité aérienne et d'appui aérien pour soutenir ses blindés sur le terrain, faisant l'impasse sur des modèles de bombardiers stratégiques plus lourds. L'Allemagne, durant l'entre-deux-guerres, met en place une doctrine aérienne nouvelle qui s'adapte à son industrie limitée et s'accompagnant bien sûr d'une propagande très efficace. Il y a un paramètre qu'il ne faut jamais oublier s'agissant de la machine de guerre nazie, c'est l'efficacité de la propagande de Goebbels. C'est-à-dire que les Allemands vont très tôt, mais comme les fascistes italiens en fait avant eux, comprendre la puissance des images et mettre en avant une forme d'hypermodernité militaire qui est souvent de façade. Dans les années 30, elle est de façade. Donc ça va forger, si vous voulez, cette image d'une armée ultra moderne. Mais au début de cette bataille d'Angleterre, la Royal Air Force tient bon. En l'espace d'un mois, elle perd 148 avions mais en abat le double. Ne parvenant pas à atteindre les ports, Hitler change de stratégie. Il concentre dorénavant ses attaques sur les usines de fabrication, les aérodromes et les stations radars. Les pertes sont terribles. Cette fois, en l'espace de 10 jours, c'est 183 avions anglais qui sont descendus, contre 367 avions allemands. Les pilotes de l'ARF, harcelés par l'ennemi, résistent. La gratitude de chaque foyer de notre île, de notre empire et même du monde entier se porte vers ces aviateurs britanniques dont la vaillance et le dévouement sont en train de changer le cours de la guerre. Jamais, dans l'histoire des conflits humains, tant d'hommes n'ont dû tant de choses à un si petit nombre de leurs semblables. Après des succès fulgurants en Pologne, aux Pays-Bas, en Belgique et en France, où d'ailleurs elle aura perdu 1000 appareils, l'armée de l'air allemande révèle ses limites et sa fragilité lors de la bataille d'Angleterre, dans un conflit qui est amené à durer. C'est une force qui est puissante dans l'instant, mais qui par contre s'use, et qui à partir du moment où elle est usée, n'arrive pas à compenser ses pertes. Notamment, sa grande fragilité, c'est qu'elle repose sur un pool de réserve de pilotes qui est relativement réduite au départ et qui ne vont pas arriver à former ensuite en nombre suffisant, simplement parce que la Luftwaffe est sur tous les fronts à la fois et qu'elle fait un choix qui est de privilégier les opérations au détriment de la reconstitution de ses forces, choix qui est payant à court terme mais qui est évidemment suicidaire à moyen terme. L'autre chose, c'est que comme ils n'ont pas assez de pilotes au départ, ils ne peuvent jamais retirer du front des pilotes expérimentés pour en faire des instructeurs pour les générations de pilotes d'après, que font les Alliés. C'est ce qui explique que les as allemands soient ceux qui aient le plus grand nombre de victoires. Vous avez des as à plus de 300 victoires aériennes, c'est sans commune mesure avec ce qui se passe côté allié, mais la contrepartie de ça, c'est que ces gens, à partir du moment où ils sont sur le front, ils ne le quittent que de deux façons, soit à la fin de la guerre, soit morts. Un problème qui s'exacerbe en Angleterre quand les pilotes allemands descendus au-dessus du territoire britannique tombent en territoire ennemi et sont capturés puis envoyés au Canada, quand les pilotes alliés, eux, peuvent retrouver leur base, le soir même. Ce qu'il est important de rajouter, c'est que dans cette bataille pour son île, la RAF s'est dotée d'un système de radar très efficace pour détecter les appareils ennemis, quand les Allemands, eux, sont presque aveugles. Dès le départ, les Allemands ne comprennent pas les capacités de la Royal Air Force. Il faut bien comprendre qu'avant la Deuxième Guerre mondiale, l'Allemagne ne se prépare pas à faire la guerre à la Grande-Bretagne, et donc l'effort de renseignement allemand vis-à-vis des capacités de l'aviation britannique est extrêmement réduit, ce qui les amène à ne pas savoir quelle cible frapper. Si vous voulez éliminer une force aérienne, vous avez deux options. Soit elle n'a pas de capacité de se reconstituer et vous l'éliminez au combat, soit elle a la capacité de se reconstituer et dans ce cas-là, il faut l'éliminer dans les usines. Sauf que les Allemands ne savent pas où sont les usines aéronautiques britanniques, donc ils ne les bombardent pas. Et ils sous-estiment, là encore, la capacité de production de la Royal Air Force, donc ils pensent qu'ils vont pouvoir l'éliminer en combat. Or, l'industrie britannique a la capacité de remplacer ces pertes dès 1940. À partir de ce moment-là, l'objectif de la Luftwaffe de profiter de sa supériorité tactique pour éliminer dans les airs la RAF ne peut tout simplement pas fonctionner. Car ne pouvant détruire les pilotes, les usines, ce plan préparé à l'improviste à l'été 1940 ne peut pas réussir.
Alors, si les bombardements de grandes villes comme Londres durant la période du Blitz est là pour tenter d'infléchir le moral des civils, elle ne fera au contraire que galvaniser la société britannique derrière son homme fort, Winston Churchill. Résumons. Malgré sa supériorité démontrée lors des campagnes précédentes, la Luftwaffe a montré ses limites structurelles lors de la bataille d'Angleterre où elle s'est émoussée dans une bataille de 2 mois. L'aviation anglaise a dès le début du conflit une grande marge de supériorité, plus de pilotes, de radaristes, de réservistes et de mécaniciens. De plus, cette marge n'a cessé de croître depuis le début du conflit. De 25% en juillet, elle dépasse les 60% en novembre. En fait, l'issue de l'affrontement entre la Royal Air Force et la Luftwaffe n'a jamais vraiment été incertaine. Comme le dit l'historien Stephen Bungay, la marge de victoire n'a jamais été étroite. La Luftwaffe n'a jamais été proche de l'emporter. Alors la question, pourquoi la Luftwaffe a-t-elle semblé si proche de l'emporter et pourquoi est-ce qu'on le pense encore aujourd'hui ? Pour 2 raisons principalement. D'abord, les services de renseignement britanniques ont surestimé la puissance restante de la Luftwaffe après la campagne de France. Et deuxièmement, les services de propagande britanniques ont sans doute exagéré la menace pour glorifier la victoire. Alors, cela n'atteint en rien le mérite de la RAF qui a parfaitement su gérer ses forces, mais la victoire ne tient pas d'un miracle. La victoire est rationnelle. En conclusion, il aurait été quasiment impossible pour Hitler de remporter la bataille d'Angleterre. Suite à cette défaite, l'Allemagne nazie a-t-elle encore une chance de gagner la guerre ? En 1940-41, l'idée de vaincre l'armée de terre allemande semble toujours hors de portée pour les puissances européennes. Sur le plan militaire, la Wehrmacht affiche une maîtrise inégalée du combat interarmé. Mais l'Allemagne nazie pêche par autre chose, ses décisions stratégiques. Après l'échec de la bataille d'Angleterre, Hitler cherche un nouveau moyen d'anéantir les Britanniques. Et comment miner leurs espérances ? Convaincu que l'espoir des Anglais repose sur l'éventualité d'une intervention soviétique, il tourne son regard vers l'Est. Mais détruire l'Union soviétique, selon lui, n'est pas qu'une simple opportunité militaire. C'est une nécessité absolue, comme le rapporte le général Franz Ritter Adler dans son journal. L'espoir de l'Angleterre réside dans la Russie et l'Amérique. Si l'espoir en la Russie disparaît, disparaît aussi son espoir en Amérique parce que l'élimination de la Russie entraînera une énorme revalorisation du Japon en Asie. La Russie battue, le dernier espoir de l'Angleterre est liquidé. L'Allemagne est alors maîtresse de l'Europe et des Balkans. Décision prise en fonction de cette discussion. La Russie doit être liquidée. En réalité, les ambitions d'Hitler à l'Est vont bien au-delà de l'objectif militaire. Sur le plan économique, conquérir les terres soviétiques renflouerait le Reich en ressources alimentaires, minières et pétrolières. De plus, cela permettrait enfin d'obtenir l'espace vital, le Lebensraum. Ces annexions sont capitales pour soutenir la machine de guerre allemande et rivaliser avec la croissance industrielle et militaire anglo-américaine, dont il comprend déjà la menace. Sur le plan idéologique, cette offensive s'inscrit dans ce que le Führer considère comme sa mission historique, éradiquer le judéo-bolchevisme, source selon lui de tous les maux. Cette haine, viscérale contre l'URSS, ne date pas de la bataille d'Angleterre. Dans Mein Kampf, écrit en 1925, Hitler appelait déjà la destruction de l'Union soviétique, qu'il percevait comme l'incarnation d'une conspiration juive, à éliminer. Ainsi, abattre l'Union soviétique, c'est non seulement annihiler un régime qui l'exècre, mais aussi affaiblir considérablement les Alliés, en privant les Anglais d'un soutien potentiel. Pourtant, alors qu'Hitler prépare son offensive pour 1941, Staline, malgré les avertissements alliés, balaie cette hypothèse et prévoit lui une attaque allemande plus tôt, l'année suivante. La Wehrmacht, forte de son ambition et de son expérience, s'engage alors dans une campagne d'une ampleur inédite pour écraser l'Union soviétique. L'enjeu à ce moment-là est clair, ce n'est pas seulement une guerre contre un pays, mais aussi une guerre contre une idéologie, un peuple, une vision du monde. Ainsi, le 22 juin 1941, Hitler rompt le pacte germano-soviétique et lance l'opération Barbarossa. Mais rapidement, le plan nazi révèle une erreur stratégique majeure. Plutôt que de concentrer les forces sur un objectif unique et décisif, l'état-major du Reich prévoit de diluer ses forces autour de 3 grandes régions stratégiques. Moscou, Leningrad et l'Ukraine. Les raisons d'une telle indécision ? Un désaccord interne. Si Hitler soutient la nécessité d'envahir prioritairement Leningrad, berceau symbolique de la révolution bolchevique et point stratégique pour le contrôle de la Baltique, ainsi que l'Ukraine dont les terres fertiles et les ressources abondantes pourraient garantir l'autosuffisance du Reich,
Adler, lui, défend qu'il est plus urgent de prendre Moscou, qui habite le cœur du pouvoir politique et industriel. Une tension dans l'état-major qui révèle aussi le désordre structurel du pouvoir nazi, organisé par Hitler. Le principe organisationnel du régime nazi, c'est que tout doit à un moment être contrôlé par la tête. La tête, c'est le Führer, c'est Hitler. Et pour ça, qu'est-ce que c'est que le régime nazi? C'est, si vous passez l'expression, c'est un bordel organisé. C'est-à-dire que c'est un chaos, c'est un système de chaos. Et c'est par le chaos que Hitler gouverne. Là encore, attention aux images. On a l'image de ces régimes totalitaires extrêmement structurés. Alors nous, Français, on a un biais culturel vis-à-vis des Allemands parce qu'on a l'impression que l'Allemagne est un pays hyper organisé, hyper hiérarchique. C'est pas du tout ça. Donc chacun des lieutenants d'Hitler est en compétition avec les autres, mais les différents barons industriels allemands sont mis en compétition les uns avec les autres aussi. Ce qui fragmente toute possibilité d'opposition à Hitler, conforte son pouvoir politique, mais qui, par contre, pour organiser une économie de guerre, a un effet désastreux, parce que au lieu d'avoir la recherche d'une efficacité dans les organisations, on duplique, on doublonne, est un frein à toute possibilité d'une optimisation des ressources de l'Allemagne. Or, l'Allemagne se bat avec moins de ressources que ses adversaires. Donc, au contraire, elle aurait besoin de plus d'optimisation. Et donc, l'industrie allemande, la mobilisation allemande, même le commandement allemand, c'est de plus en plus une série de satrapies semi-autonomes qui réfèrent tout à Hitler, qui lui tranche en dernier ressort, ça lui permet de garder tout le pouvoir, mais en dessous, c'est le bazar. Ces problèmes organisationnels s'ajoutent au second. Le mépris d'Hitler pour les soviétiques le fait sous-estimer la puissance et la combativité de l'armée rouge. Nous n'aurons qu'à donner un coup de pied dans la porte et tout cet édifice pourri s'écroulera avec fracas. Cette arrogance le persuade que la campagne sera brève. 17 semaines tout au plus. Ce sentiment d'invincibilité de la Wehrmacht en juin 1941 n'est à ce moment-là pas tout à fait usurpé au vu des premières opérations auxquelles elle a pris part. L'Allemagne est peut-être le pays d'Europe occidentale qui va le mieux tirer les leçons tactiques de la Première Guerre mondiale. Une phase de préparation durant l'entre-deux-guerres qui va faire de l'armée allemande, au début du conflit, une force de frappe redoutable. L'infanterie, le génie, l'artillerie, quand ils arriveront, les chars, et quand ils arriveront également les avions, alors même si tout ça n'est en fait pas encore au point en 1939, par exemple pendant l'invasion de la Pologne, il y a énormément de loupés. La Luftwaffe bombarde régulièrement les colonnes de Panzer qui sont en pointe. Les divisions de Panzer ne sont pas gérées de manière très à droite, mais l'ensemble des concepts sont en place et il y a une phase de rodage qui est un peu difficile, mais à partir de 40-41, le niveau d'excellence tactique de l'armée allemande est exceptionnel. Une efficacité qui va permettre à l'armée allemande de se forger une image d'invincibilité avec sa logique de guerre éclair. Malgré tout, l'on peut déjà discerner quelques faiblesses dans la machine de guerre nazie. Comme pour la Luftwaffe, la Wehrmacht est une armée fragile, puisque cette excellence tactique, elle repose finalement sur une petite portion de l'armée. En mai 1940, quand l'Allemagne attaque la France et le Benelux, c'est 10 divisions de Panzer, 10 divisions blindées, et 8 de mémoire, divisions mécanisées, plus un peu de parachute, et quelques régiments d'élite. En fait, c'est pas grand-chose pour une armée qui compte à ce moment-là 165 divisions d'infanterie. La mécanisation de l'armée allemande, plutôt, elle va se concentrer sur quelques unités d'élite et elle va ignorer tout le reste. L'armée allemande est une armée du cheval jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Le principal outil de logistique des divisions d'infanterie allemandes, c'est le chariot tiré par des chevaux, comme l'armée de Napoléon. Ça tranche évidemment avec l'image de l'hypermodernité que veut envoyer le nazi, mais c'est la vérité. Ainsi, sur 153 divisions déployées pour l'opération Barbarossa en juin 1941, seulement 29 sont mécanisées. La production limitée de l'Allemagne qui n'ira pas en s'améliorant au fil de la guerre ne permettra jamais de combler cet écart entre des divisions blindées très bien équipées et les autres qui vont cumuler les problèmes de matériel et de personnel. À ces soucis d'hétérogénéité s'ajoute en Russie un problème majeur pour la Wehrmacht, la logistique. Les problèmes qui vont se produire en URSS sont évidemment amplifiés
justifié par l'immensité du territoire et puis par le sous-développement des infrastructures. Il y a ça aussi. La France, même la Pologne, ce sont des pays où les infrastructures routières en particulier sont raisonnablement développées. On reste en Europe de l'Ouest, Europe centrale. À partir du moment où on rentre en URSS, l'outil principal de la logistique, c'est le chemin de fer. L'écartement des chemins de fer soviétiques et des chemins de fer allemands n'est pas le même. Donc, quand les Allemands s'emparent d'une région, il faut qu'ils reconfigurent l'ensemble du réseau ferroviaire pour pouvoir s'en servir. Et ça ralentit énormément leur capacité de progression. En fait, l'armée allemande est une armée qui est très bonne pour livrer bataille, mais c'est pas une armée qui est bonne pour faire la guerre dans la durée. Les infrastructures routières et ferroviaires soviétiques, rudimentaires, transforment les déplacements en un véritable cauchemar logistique. Les véhicules s'embourbent sur les pistes de terre, rendant toute intervention aussi lente qu'incertaine. La Luftwaffe, quant à elle, aligne nettement moins d'avions qu'elle n'en avait mobilisés contre la France, ce qui oblige constamment à choisir entre soutien aux troupes au sol et destruction d'infrastructures ennemies. Mais l'état-major nazi balaie ces obstacles avec une légèreté dangereuse, toujours convaincu que la victoire viendra sur les premières semaines. Pourtant, face à une armée rouge bien plus résiliente que prévu, ces faiblesses structurelles deviennent rapidement de sérieux handicaps. Le conflit est d'une violence inouïe. 10 millions d'hommes s'affrontent au cours d'une campagne d'une ampleur inédite. Combats, exécutions et famines délibérées causent la mort de plus de 5 millions d'hommes, de femmes et d'enfants, de soldats et de civils en seulement 200 jours. Finalement, l'armée allemande est bloquée. Au nord, elle est immobilisée devant Leningrad. Au centre, la contre-offensive russe de Georgi Zhukov verrouille l'accès à la capitale. Au sud, le Caucase et ses ressources pétrolières restent encore inaccessibles. Les Allemands ne parviennent pas à prendre Moscou et le front se fige à partir de décembre 1941. La Wehrmacht s'enlise en Russie. En février 1943, la Wehrmacht est exténuée et recule sur tous les fronts, loin de son image conquérante qu'elle affichait 3 ans auparavant. Évidemment, tout ça est relativement masqué en 1940 parce que, en 40-41 et jusqu'à l'invasion de l'Union soviétique, parce que les campagnes durent peu de temps et donc cette élite peut peser de tout son poids sans que le gros de la masse ait forcément à jouer. À partir du moment où on rentre en URSS, au vu des distances et au vu de la masse de l'armée rouge en face, c'est impossible de fonctionner comme ça. Il faut engager l'ensemble des moyens. L'opération Barbarossa, censée être le coup fatal porté à l'URSS, s'achève sur un bilan catastrophique pour l'Allemagne. 1 million de soldats allemands sont tombés, 3500 chars, 2100 avions et 100 000 véhicules ont été détruits. Ces pertes colossales marquent un tournant. Les Allemands comprennent qu'ils ne retrouveront plus jamais leur bel appareil militaire de 1941. Ils se retrouvent alors démunis dans un conflit d'usure qu'ils ne peuvent plus gagner, du moins dans les termes qu'avait posé Hitler en envahissant la Pologne. Si l'on pouvait encore douter, après la bataille d'Angleterre, que la guerre était perdue pour Hitler, ces doutes sont presque réduits à néant après la campagne du RSS. Mais l'élément qui compromet définitivement l'ambition de domination mondiale du Reich se trouve de l'autre côté de l'Atlantique. Le 30 octobre 1940, le président Franklin Delano Roosevelt s'engage auprès du peuple américain. I have said this before, but I shall say it again and again and again. Your boys are not going to be sent into any foreign war. Le message est clair, les États-Unis veulent rester à l'écart de ce conflit qui ravage l'Europe. Le pays maintient sa position isolationniste depuis la fin de la Première Guerre mondiale. Les Boys, tombés sur les champs de bataille de Meuse ou d'Argonne en 1918, ont créé un vrai traumatisme dans la jeune nation américaine qui ne souhaite plus s'occuper des affaires européennes, et ce, dès le traité de Versailles de 1919. Le Congrès refuse de ratifier le traité de Versailles et refuse de s'engager en réalité dans la continuité d'une politique de sécurité en Europe. Vincent Bernard est historien, spécialiste du fait militaire et de l'histoire américaine. Et il tourne à l'isolationnisme pendant toute l'entre-deux-guerres. Là-dessus va se greffer la crise de 29 qui va bouleverser absolument la totalité de l'économie mondiale et en particulier frapper très durement les États-Unis. Donc au début, alors qu'est-ce qu'on appelle le début du conflit, le début de la Deuxième Guerre mondiale, c'est 1939. Roosevelt est
voudrait intervenir globalement. Il voudrait pouvoir soutenir la France et l'Angleterre de manière plus ferme, mais il doit faire avec une opinion publique qui est résolument à cette époque-là isolationniste, et en plus travaillée par des factions plus ou moins pro-nazis, en particulier Charles Lindbergh, on est sur un équilibre politique qui lui interdit d'intervenir s'il en avait la volonté en 39. À cette époque-là, essentiellement, il pense qu'il n'y a pas besoin de s'engager, que les Français et les Anglais feront le boulot, et puis c'est en 40 que tout se retourne. Cette position de non-intervention que réaffirme Roosevelt en pleine campagne électorale pour obtenir son 3e mandat n'est que le reflet de l'opinion publique. En 1940, en effet, près de 83% des citoyens interrogés souhaitent que leur pays se tienne à distance du conflit européen. Ce choix de l'isolationnisme n'est pas seulement présent dans les esprits, mais aussi exprimé légalement. Entre 1935 et 1937, 4 lois de Neutrality Act sont votées. Toute implication des États-Unis dans un conflit étranger est prohibée par l'interdiction de la vente d'armes à des pays en guerre, ainsi que le transport de marchandises par des navires américains dans des zones de conflit. Mais cet isolement n'empêche pas les États-Unis de condamner les gouvernements autoritaires à l'origine de cette violence. Le 5 octobre 1937, Roosevelt prononce le discours de la quarantaine dans lequel il invite à isoler les nations qui s'écartent du droit international. Sans les nommer, il fait clairement référence au Japon, à l'Italie et à l'Allemagne nazie. Les États-Unis se dressent comme un antagoniste, le modèle de la démocratie face aux dictatures. Une position ambiguë pour les citoyens américains, conscients de la nécessité de protéger la démocratie, mais eux-mêmes issus d'une immigration européenne massive. Les pogroms de la Nuit de Cristal le 9 novembre 1938 choquent l'opinion publique américaine et créent une première vague d'hostilité envers les agissements du Führer. Les rapports entre les États-Unis et l'Allemagne se dégradent et Hitler multiplie les critiques envers Roosevelt, le système démocratique américain qu'il juge faible, ou encore ce qu'il appelle la finance juive new-yorkaise. Des tensions qui s'intensifient véritablement à partir de 1939 avec l'attaque allemande sur la Pologne en septembre. Roosevelt, toujours contraint par la logique isolationniste de son pays, décide malgré tout de faire un premier pas vers les démocraties. En particulier, dès 1939, il parvient à faire voter une loi qui s'appelle la loi de Cash and Carry, et qui avantage les alliés franco-anglais sans le dire. C'est-à-dire qu'en gros, on autorise désormais la vente d'armes, ce qui est interdit auparavant, mais à condition que celui qui achète les armes vienne les chercher lui-même à travers l'Atlantique. Sauf qu'en pratique, en 1939, il y a évidemment que la flotte française et anglaise surtout qui est capable de faire ça. Donc c'est une façon déguisée de dire on va vendre des armes uniquement aux Français et aux Anglais. Une loi qui, selon le président américain, permet notamment aux États-Unis de défendre sa frontière sur le Rhin. Mais que signifie cette frontière sur le Rhin pour Roosevelt ? Et Roosevelt a une claire conscience que l'Occident se tient finalement, que les démocraties sont plus ou moins solidaires les unes des autres, même si lui il peut pas s'engager et puis il n'a pas envie d'engager son pays si c'est absolument nécessaire. Et donc il avance cette idée qu'effectivement la frontière américaine est sur le Rhin, parce que si l'Allemagne nazie commence à franchir le Rhin, à battre la France, ça se rapproche. Et encore une fois, c'est son raisonnement aussi en 40. La France a été écrasée, l'Angleterre risque de l'être, et donc la frontière sera portée à l'Atlantique. Donc c'est cette idée que la frontière des démocraties, la frontière du monde démocratique, est sur le Rhin en 39. Une frontière fragile qui pousse les états-majors de l'armée et de la marine américaine à élaborer conjointement des plans de guerre baptisés Rainbow. Parmi les 5 configurations envisagées, la dernière, Rainbow 5, énonce clairement la possibilité d'une intervention directe en Afrique ou en Europe pour vaincre les puissances de l'Axe, aux côtés des Alliés. De plus, ce qu'il est très important de rappeler, c'est la faiblesse de l'appareil militaire américain à cette époque. En fait, depuis la fin de la guerre d'indépendance, les États-Unis ont une force armée très réduite. Les carrières militaires sont mal vues et les forces armées américaines ne comptent qu'à peine 185 000 hommes et 200 000 gardes nationaux en 1939. En 1940, la défaite de la France crée le choc. Un rempart entre l'Allemagne nazie et les États-Unis s'écroule. De plus, l'Angleterre, dernière muraille européenne, inquiète. Nul ne peut prévoir à cet instant l'issue de cet affrontement pour la puissance britannique. De plus en plus inquiets, les États-Unis décident d'accélérer leur processus de réarmement.
Donc il y a un premier réarmement et une première forme de conscription qui, alors très limitée, mais quand même. On passe en gros, l'armée d'entre-deux-guerres, l'armée américaine, l'US Army était à 150 000 hommes, et on va monter à 1 million au cours de l'année 40, ce qui est déjà pas mal. Et surtout, il y a un réarmement naval qui lui, est au long cours, parce que c'est très long de fabriquer les bateaux, mais qui a commencé, lui, dès le milieu des années 30. Une première loi de conscription est donc votée en septembre 1940. Les États-Unis ne sont pas en guerre, mais tous les hommes de 21 à 35 ans doivent s'enregistrer. Parallèlement, Churchill sollicite explicitement l'aide de Roosevelt. Il réclame l'envoi de 50 destroyers à la Royal Navy. Alors, après moult tergiversations, il trouve un accord en septembre 40. Il est signé et permet aux États-Unis de fournir 50 destroyers à l'Angleterre en échange d'une permission d'utilisation des bases militaires britanniques. Même si l'opinion publique s'oppose toujours majoritairement à une intervention directe dans le conflit, 74% des Américains se déclarent en faveur de l'envoi d'une aide logistique aux Alliés et à la Pologne. Ainsi, l'accord passé avec le Royaume-Uni ne nuit pas à la popularité de Roosevelt qui est réélu avec presque 55% des suffrages et le soutien écrasant des grands électeurs. Son troisième mandat est sécurisé. Cependant, le président des États-Unis est toujours confronté à un Congrès résolument hostile à une intervention directe. Mais en positionnant son pays comme arsenal des démocraties, il réussit à faire adopter en mars 1941 le Lend-Lease Act, le pré-bail, qui autorise finalement les États-Unis à fournir du matériel militaire aux Alliés sans contrepartie immédiate. L'isolationnisme américain se fissure encore davantage. C'est donc progressivement et sans pour autant déclarer la guerre que les États-Unis s'insèrent dans le conflit. À partir de 1941, la liberté des mers devient l'un des sujets prioritaires des Américains. Cette question mènera le pays de Roosevelt sans encore la nommer aux frontières de la guerre. Dès l'été, la marine américaine est un soutien actif de la Royal Navy. Plus à l'est, les tensions avec le Japon atteignent un point critique. Le 7 décembre 1941, les forces aéronavales japonaises lancent une attaque contre la base navale de Pearl Harbor, située sur l'île d'Oahu, à Hawaï. 97% des Américains se prononcent alors en faveur d'une entrée en guerre contre le Japon. Cette fois, ça y est, la guerre est déclarée. 4 jours plus tard, le 11 décembre, Hitler répond à l'entrée dans le conflit des États-Unis en Asie, en leur déclarant également la guerre. Pourtant, rien n'y oblige. Mais pourquoi cette décision à un moment où l'Allemagne n'arrive déjà pas à triompher ni de l'Angleterre, ni de l'URSS ? Quand je disais tout à l'heure il y a une situation de quasi-guerre en 41, dès l'été 41 dans l'Atlantique, c'est ressenti également du côté allemand. C'est-à-dire c'est une façon de trancher le nœud gordien en disant bon allez c'est bon, hein, ces ambiguïtés là, nos U-boats peuvent pas faire ce qu'ils veulent dans l'Atlantique parce qu'il faut toujours faire attention un peu aux Américains. Là c'est terminé, au moins c'est franc du collier. On est en guerre contre eux, on va finir le boulot en Russie, l'Angleterre va être à genoux et puis les États-Unis jamais ils traverseront l'Atlantique avec des millions d'hommes pour venir nous embêter. Donc il y a cette espèce d'incompréhension totale des équilibres réels qui sont en train de se mettre en branle. Hitler avait-il sous-estimé la puissance américaine ? Moi, ce qui m'a toujours frappé dans mon domaine plus strictement d'histoire militaire, c'est la mésestimation chronique de la part des Allemands, non seulement Hitler, mais du haut commandement, du potentiel de leurs adversaires. C'est-à-dire, c'est quelque chose, encore qu'on considère qu'Hitler soit à côté de ses pompes et soit pas capable de comprendre une situation aux États-Unis qui lui échappe, mais que des maréchaux comme von Rundstedt soient infoutus d'imaginer le potentiel militaire et le potentiel industriel américain, c'est quand même assez sidérant, quoi. En tout cas, ce qui est certain, c'est que Hitler se fait une idée totalement fausse de ce qui va lui tomber sur le coin du nez à partir de l'année 42, clairement. Résumons. L'attaque de Pearl Harbor est moins un déclencheur qu'un accélérateur d'un processus en cours. L'état de guerre non déclaré entre les États-Unis et l'Allemagne n'aurait pas pu se prolonger indéfiniment. La déclaration de guerre allemande du 11 décembre n'apparaît que comme une formalité. Un affrontement entre les deux puissances semblait inévitable. À partir de là, les États-Unis vont faire valoir leurs nombreux atouts dans cette guerre, préparés comme nous l'avons vu de longue date. C'est une puissance démographique déjà qui permet de mobiliser un très très grand nombre de soldats. La capacité de la société américaine à s'enthousiasmer, peut-être pas s'enthousiasmer pour la guerre, mais en tout cas à partir du moment où on a fixé un objectif et qu'on a agité les petits drapeaux patriotiques, la société vraiment se met en marche. Il y a
il y a peu de résistance, surtout que c'est dans un contexte où c'est les Japonais qui ont agressé directement une base américaine, qui ont fait des milliers de morts, donc du coup tout le peuple américain est debout. Et puis c'est sa puissance industrielle qui est la première du monde, tout le monde le sait à cette époque-là, sauf qu'il faut la mettre en route, il faut la mettre en branle, les chantiers navals, les usines, on transforme des usines de voitures en usines de chars. Et puis, oui, là, c'est vraiment cette capacité mobilisatrice de la société tout entière. Et en particulier s'appuyant sur une industrie sans égale, et puis des ressources pétrolières. C'est ce qui manque par exemple à l'Allemagne et ce qui aurait pu éventuellement manquer aux Soviétiques si le Caucase était tombé. C'est des ressources pétrolières sans limite quasiment. Alors bien sûr, notre mémoire a retenu un événement de l'engagement américain en Europe. Cet événement est un tournant, c'est bien sûr le débarquement américain en Normandie, le 6 juin 1944. Celui-ci aurait-il pu échouer? Hitler aurait-il pu repousser les Alliés à la mer et rester maître de l'Europe de l'Ouest? C'est pas forcément la plus grande opération amphibie, mais c'est la plus travaillée, la plus complexe, la plus effectivement, c'est la plus décisive et sur laquelle les Alliés misent le plus. Et il a fallu 3 années de préparation. Alors il y a des plans qui existent pour un retour sur le continent dès 42 ou 43, plusieurs plans successifs. Mais pour ça, il faut des moyens très importants, il faut des barges de débarquement qu'on n'a pas, il faut une flotte dominatrice, il faut que l'aviation allemande ait été étrillée pour avoir une supériorité aérienne. Donc tout ça va prendre du temps et les Alliés ne sont véritablement prêts qu'au printemps 44. Est-ce que ça aurait pu échouer? J'allais dire non. Avec les moyens mis en œuvre, c'était absolument impossible qu'ils ne prennent pas pied sur le continent. Les Anglo-Américains sont restés bloqués 3 mois en Normandie. Nous sommes loin d'une percée éclair, malgré la supériorité en hommes et en matériel. Mais les réussites précédentes et l'attention portée à cette opération vue à l'époque comme décisive ont grandement augmenté les chances de réussite de l'opération Neptune et de la libération de l'Europe occidentale. Pour conclure, pouvons-nous affirmer qu'en fin d'année 1941 et l'entrée en guerre des États-Unis dans le conflit, le sort de l'Allemagne était-il scellé? Alors militairement et industriellement, oui. La puissance alliée, en plus on rajoute les soviétiques qui sont déjà en jeu et qui ont aussi un potentiel important, la puissance matérielle alliée est telle que virtuellement l'Axe ne peut pas gagner. En revanche, quand on est dans un phénomène de guerre, il y a toujours la question qui se pose, c'est à partir de quel moment on va vouloir traiter. Donc c'est un peu c'est les mentalités qui jouent, c'est la psychologie des peuples. Ce que Hitler va espérer très très longtemps, en dépit du bon sens, il va l'espérer jusqu'à la bataille des Ardennes de décembre 44, voire même début 45, c'est que on puisse porter un coup psychologique suffisant aux Alliés pour les dissocier, c'est-à-dire en gros faire en sorte que les Américains et les Russes se disputent, et puis que les peuples derrière en aient tellement marre qu'ils poussent leurs dirigeants à faire la paix. Hitler, il pense ça, lui, il s'imagine qu'il y aura un miracle jusque très tardivement dans la guerre, mais si on prend en strict terme matériel, à partir du moment où la puissance américaine est réveillée, potentiellement, il peut quasiment rien lui arriver. Ce que nous dit Vincent Bernard est essentiel pour venir conclure notre propos. La puissance matérielle, même si elle offre un chemin plus direct vers la victoire, ne peut être dissociée du facteur humain. L'Allemagne aurait... Enfin, après, il n'y a jamais rien qui est fixé en histoire, c'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus pas non plus tirer trop, à mon avis, dans une espèce de mécanisme de « Ah, bah oui, en fait, les ressources étaient plus importantes, donc c'était joué d'avance ». Rien n'est jamais joué d'avance parce qu'à la fin, il y a quand même des humains et que ce facteur-là, il est mouvant. Ce paramètre humain, il est jamais anticipable par les. Donc en fait, les historiens après disent ah bah oui, mais il aurait dû voir que, etc. Mais en fait, sur le moment, c'est pas si simple. Après, ce qui est vrai, c'est que on a une perception de cette guerre, dans l'image populaire de la Deuxième Guerre mondiale, reste ancrée dans une historiographie qui est vieille de 60 ans. Il faut considérablement revisiter, notamment sur la question de l'Allemagne et de la réalité de la puissance. Évidemment, nous pourrions extrapoler de nombreuses théories supplémentaires sur chaque petit événement de cette guerre qui ferait tomber notre vidéo dans l'Uchronie, mais l'objectif de celle-ci était de revenir sur les réalités opérationnelles de la Seconde Guerre mondiale, en revenant sur les grandes étapes de ce conflit mondial en Europe. Ceci
nous permettent de voir clairement que si la victoire allemande semblait parfois envisageable, elle n'a jamais été véritablement à portée de main. La machine de guerre nazie, bien que redoutable, portait en elle les germes de sa propre destruction. En Angleterre, l'absence de préparation à la guerre et un manque de constance stratégique ont rendu la défaite inévitable. À l'Est, l'opération Barbarossa désorganisée, minée par la folle idéologie d'Hitler, s'est heurtée à la résilience de l'armée rouge. Enfin, l'entrée en guerre des États-Unis, latente depuis la fin des années 30, a scellé le sort de l'Allemagne. Avec leur puissance industrielle et humaine, les Américains ont apporté un soutien décisif aux Alliés, rendant toute victoire nazie impossible. Alors Hitler aurait-il pu remporter la guerre? En réalité, comme beaucoup d'historiens le pensent aujourd'hui, sûrement pas. Au-delà des batailles, c'est l'idéologie même d'Hitler qui a condamné son empire. Sa haine exterminatrice et sa croyance aveugle en une victoire totale ont précipité des erreurs stratégiques irréparables qui l'ont enfermé dans un engrenage fatal. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, merci d'être resté jusqu'au bout. Je tiens à remercier Vincent Bernard et Benoît Billan de nous avoir accompagnés durant cette vidéo. D'ailleurs, Benoît Billan est co-auteur de cet ouvrage qui vient de sortir aux éditions Perrin. Les opérations de la Seconde Guerre mondiale en 100 cartes, c'est absolument passionnant. Il y a des cartes, mais pas que, il y a de la remise en contexte historique, il y a des explications très claires sur la réalité opérative du conflit, c'est absolument passionnant. Franchement, c'est vraiment génial, donc n'hésitez pas à aller acheter ce livre qui est super. Donc merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un commentaire si ça vous a intéressé et à poser un like, ça fait très plaisir. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.